On repart les amis. Je voulais juste, Stéphane, quand même un petit truc autour du Bitcoin. Comment est-ce que toi tu vois les choses? C'est-à-dire, la question est même pas la valo, c'est ça la limite. Tu comprends? C'est pas ça mon sujet. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est que cette volatilité très très forte montre que, quoi qu'en disent les hystériques sectaires qui te courent après dès que tu mets en question l'idée que ce soit une monnaie, quoi qu'ils en disent, c'est pas plus une monnaie que les haricots verts. C'est un actif qui évolue exactement comme les autres actifs et c'est un objet de spéculation. Point à la ligne, qu'on arrête de nous gonfler avec le soi-disant projet politique derrière le Bitcoin. Voilà, c'est juste là-dessus que je voulais ton avis. Alors, c'est compliqué parce que Bitcoin, c'est pour moi la seule monnaie en fait de tous ces actifs numériques. C'est la seule réelle crypto-monnaie. Mais C'est si la c'était seule une réelle. monnaie, ça bougerait pas comme ça, Stéphane, Attends, bon Dieu. Stéphane, laisse-moi finir. Ça dépend de la monnaie. Stéphane, ça dépend de la monnaie. Qu'est-ce qui fait que le dollar, l'euro, la livre, je vais prendre les grandes monnaies, le yen, et encore le yen, ce sera l'exemple que je pourrais te donner quand tu veux voir dégueuler une monnaie. Il n'y a pas de problème. Le yuan, pour moi, c'est la seule monnaie. Les autres ne sont pas des monnaies. Hein. Si tu rentres un peu dans le détail, les autres ne sont que des technologies. Donc, quand tu rentres dans les autres cryptoactifs, tu rentres finalement comme actionnaire d'une technologie, hein, de Reste l'Ethereum sur ton idée de jusqu'à monnaie. Solana. Y a pas, si c'est une monnaie, c'est la monnaie du Zimbabwe, point à la ligne. Et donc, c'est pas une monnaie. Bitcoin, il n'y a pas de techno si ce n'est un minage d'un nombre limité d'un étalon potentiel qui pourrait être, t'imagines, une grotte dans laquelle on a creusé, on a trouvé de l'or, on a décidé que c'était limité dans le temps et on s'est tous mis d'accord. Voilà mon avis. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? J'en sais rien. Bitcoin ne peut être qu'un jour l'étalon, puisqu'il est limité dans le temps, où on se mettrait tous d'accord pour dire que il y aurait une valorisation. Donc on peut en discuter, chacun, moi j'ai mis du temps, j'y suis arrivé. Bon, maintenant, la spéculation sur n'importe quel actif, Stéphane, elle existe sur rien, elle existe sur des paris, on fait courir des chevaux, on fait des pokers, donc c'est humain. Donc la différence, Stéphane, la différence avec une monnaie, c'est qu'une monnaie, tu as des teneurs de marché sur une monnaie. Une monnaie, ça veut dire qu'elle représente quelque chose au moins pour une communauté. Je suis d'accord, pourquoi pas, la fin des États, la fin des banques centrales, pourquoi pas, mais au moins tu as une communauté qui tient le marché. Ou alors, encore une fois, c'est le Zimbabwe, c'est-à-dire que c'est un État qui est pris, ou à une autre échelle la Turquie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un État qui est mis en coupe réglée par un homme ou par une bande. Bon. Et donc, cette communauté, en l'occurrence, est totalement inexistante, quoi qu'on en dise. Il n'y a personne pour tenir le marché. Alors justement, Stéphane, c'est tout ce que vont défendre finalement les grands amoureux des cryptoactifs, et en particulier du Bitcoin, c'est le côté décentralisé. Et c'est ça qui est intéressant actuellement dans ce qui se passe sur les marchés des AN. C'est que finalement, ils suivent des tendances et des réflexes qui sont des tendances et des réflexes de marché assez classiques. Et c'est très surprenant pour ceux qui croyaient réellement dans le projet philosophico-politique, tu vois, qui était de se décentraliser et de se déréguler de Goldman. Parce que Stéphane, je vais être provocateur et c'est mon système, je suis dedans à plein, ma boîte est dedans, mon argent est dedans, donc moi voilà, la crypto pour moi ça ne doit pas dépasser 5% d'un patrimoine. Mais, aujourd'hui, on s'est tous mis d'accord et les parités entre les grandes monnaies dépendent de banques centrales qui dépendent de confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de réserve pour baser. La force, elle est sur des rapports de force politiques détenus par des banques centrales. Il faut juste se mettre d'accord sur cette notion de communauté. Elle existe, cette communauté. Pour l'instant, cette communauté, elle est libre, Stéphane. C'est ça qui, moi, mon point de vue, pour en discuter avec des gens très proches de moi que tu connais, tu sais très bien qu'ils sont très, très, très impliqués dans la crypto, mon point de vue, c'est qu'à la fin, de toute façon, c'est déjà le cas, les actifs numériques, ils sont déjà en train de se réguler parce qu'ils intéressent JP Morgan, ils intéressent Goldman, ils intéressent la BNP, ils intéressent les banques centrales, ils intéressent l'administration américaine. Donc de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si c'était intéressant et qu'il y a de la spéculation et de l'argent à faire sur ces actifs, ils seront récupérés par les grandes institutions. C'est ça, à mon point de vue. Pour l'instant, il y a des gens qui sont prêts à vendre des chaussures, ça faisait marrer, des voitures, ça commence à peser en termes montants. Maintenant, ils achètent de l'immobilier, voire même ils achètent de l'immobilier dématérialisé avec ces cryptoactifs. Stéphane, je veux pas, mais non, alors, attends, je veux pas qu'on parte dans une discussion, enfin en même temps ça me passionne, donc, mais je veux pas, en l'occurrence là, tu fais toi-même, comment dire, moi, je respecte d'une certaine manière, parce qu'au moins, il y a de la réflexion un petit peu philosophique, je respecte le projet Bitcoin.
Bon. Et donc, je ne le mélange pas et je refuse de le mélanger avec les autres actifs digitaux, les NFT, tout ça, machin. Aucun problème. Ça, OK, c'est une classe d'actifs parmi d'autres. Non, vraiment, je veux rester sur le projet Bitcoin et je suis très surpris. Enfin, très surpris. Non, ça ne me surprend pas parce que je n'y crois pas un instant à cette histoire de monnaie. Qu'il n'y ait pas, quelque part, une communauté aujourd'hui, maintenant, après 10 ans, en capacité de tenir le marché. Voilà, c'est tout ce que... C'est parce que le principe fondamental, Stéphane, n'est pas de tenir le marché. Le principe fondamental, mais moi j'ai du mal parce que je suis de la vieille école. Hein. J'aime bien quand même qu'il y ait un régulateur et qu'on sache qu'il y a des gens assis quelque part. Mais même se mettre ensemble pour tenir le marché, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en fait, ils n'ont pas besoin de se mettre ensemble. Le principe, c'est qu'il y a un code. Et ils posséderont 21 millions de codes. Donc en fait, le rapport de force, il se fera par une communauté technologique de mecs en short. Mais c'est toute la révolution. Il faut s'y faire. Non, ça, je m'en fous. Et cette monnaie, cette monnaie, elle existe. En short et en polo bleu. Elle existe déjà. Ou en polo bleu. Ça vous intéresse, les gars? Nicolas, ça t'intéresse, cette histoire? Oui, moi, c'est parce que bon, honnêtement, sur les cryptos, le Bitcoin, moi j'ai un ami qui a investi fortement dedans. Il m'a expliqué qu'à la fin, puisque effectivement ça a une durée de vie, ça allait monter à 120 000, que de toute façon ça pouvait redescendre avec une grosse fluctuation, mais qu'au final ça atteindrait l'objectif. Bon, je suis ça avec un peu de recul. Personnellement, j'ai pas investi, j'observe. Voilà. Vas-y. J'ai essayé il y a 2 ans, j'ai perdu mes sous. Ah mais oui, mais il faut dans la durée. Je suis revenu à la vieille phrase de Warren Buffett que Stéphane citait tout à l'heure, investissez dans ce que vous comprenez. J'écoutais attentivement votre échange parce que j'avoue humblement que je n'y comprends rien. Donc je prends mes sous, je les mets ailleurs, dans les petites PME, dans l'immobilier, au moins... un peu à la vieille école, comme pour reprendre la citation de Stéphane tout à l'heure. Non, mais j'ai bien aimé alors j'ai une phrase du patron de Ledger, il y a effectivement toute une économie autour de ces cryptos, et notamment Ledger qu'on connaît bien, qui fait des dispositifs de sécurité, on va dire ça comme ça, des dispositifs de sécurité autour des cryptos. Et donc il dit, en tant qu'entrepreneur, je trouve intéressant de démarrer après un crack. C'est un moment où les personnes qui ont une réelle conviction restent sur les marchés, tandis que celles qui n'en ont pas beaucoup le quittent, ce que tu as fait, Aziz. Cela permet de faire le tri entre les bonnes entreprises et les moins bonnes. Bon, c'est une bonne proclamation d'entrepreneur, ça, Nicolas. Oui, je partage. Amen. Amen, tu dis, Stéphane? Bah oui, parce que... Stéphane, le problème sur les cryptos, et c'est un sujet que j'ai eu avec mon associé Karl, voilà, pour le citer. Moi, je lui ai dit à un moment donné, quand j'ai entendu dans la cuisine d'un net investissement, nos stagiaires commençaient à dire qu'ils ont mis 2000 €, c'est-à-dire 80% de leur épargne d'étudiants sur des cryptos. Là, j'ai dit à Karl, c'est là que ça commence à vriller. Parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est un sujet qui peut révolutionner le monde comme l'Internet l'a fait ou comme l'aéronautique l'a fait il y a 100 ans. Mais maintenant, avec l'information va trop vite, donc on a du spéculateur pur qui est arrivé, qui ne comprend pas grand-chose et qui prend des gifles en 2 mois et qui pense qu'il va être millionnaire le lendemain. Et ça, c'est pas bon parce que là, on est typiquement aussi sur une classe d'actifs qui représente des révolutions technologiques. Ledger en est un des piliers. Il faut être content de ça. Et aujourd'hui, vous discutez avec des mecs de chez CoinHouse, vous discutez avec l'ADAN, qui est l'association de développement des actifs numériques en France. Voilà, ils appellent vraiment à considérer ça comme un vrai sujet, à creuser et de ne pas dépasser 2 à 5% de son patrimoine et le considérer comme de l'investissement thématique, de l'obligataire, de l'action. Voilà. Et je crois que on doit aller dans ce sens-là. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce pour jeter tout ça avec l'eau du bain. C'est pas une bonne idée, et y compris ce Bitcoin, parce que même si on n'y adhère pas, il y a déjà des gens pour 19 986 000 Bitcoins, à 30 000 balles actuellement le Bitcoin, Stéphane, qui ont déjà quand même investi. Donc cette communauté financière dérégulée, on ne les connaît pas. Elle existe quand même. Eh ben, j'aimerais bien en être sûr. Voilà, c'est la conclusion de notre discussion. Enfin, qu'elle existe, ça c'est une certitude. Qu'elle existe, oui. Après, c'est leur motivation et voilà. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a bien échangé. Tes gars, c'est la fameuse phrase de Rockefeller. Hein, Monsieur Rockefeller, quand est-ce que vous vendez? Quand mon chauffeur me demande ce qu'il faut acheter. Voilà. C'est ça sur les bitcoins. Est-ce que vous avez regardé, comme on est sur des... Est-ce que vous avez regardé l'affaire Djebari? Je ne sais pas si vous avez eu le temps. J'y vais très très vite, ceux de nos auditeurs, téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Donc Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, qui s'en va pour rentrer, alors en partie, parce que je ne pense pas non plus que ça finance l'ensemble de ses besoins, mais en partie donc dans une start-up de la voiture de luxe à hydrogène.
Et en gros, la polémique, c'est ah ben tiens, il était ministre des Transports, il était en charge d'une partie du plan hydrogène, et donc il s'en va très très vite pour aller pantoufler et conflit d'intérêts. Enfin bref, blablabla, blablabla, blablabla. Lui se défend en disant que donc il y a une haute autorité qui regarde l'ensemble de ces mouvements des hauts fonctionnaires, qui n'a pas trouvé d'obstacle à ce qu'il aille rejoindre cette start-up, et en plus il dit que c'est un mouvement qui a été initié il y a plusieurs mois. Et ensuite il y a la question des allers-retours, enfin des choses comme ça. Est-ce que ça t'a intéressé d'abord, Nicolas? Moi ça m'a beaucoup intéressé. Allez lire un peu à droite à gauche, amis auditeurs, téléspectateurs, autour de cette histoire, parce qu'il y a des phrases intéressantes, je trouve, qui sont prononcées sur l'évolution de notre personnel politique. Non, c'est évidemment toujours intéressant de suivre ces mouvements-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le conflit d'intérêts, c'est très compliqué d'y mettre une limite entre le politique. De l'autre côté, je m'explique, on veut le renouvellement des politiques, des députés, des ministres, et donc il faut qu'ils puissent se repositionner après avoir tenu une fonction pendant un temps donné. Et de l'autre côté, effectivement, quand on a été, en l'occurrence là, ministre des Transports, etc., on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas conflit d'intérêt parce que j'ai favorisé durant la période où j'avais le pouvoir tel secteur où j'ai investi, et puis derrière, évidemment, indirectement, j'en bénéficie. Bon, on se souvient à l'époque pourtant d'un grand patron que je respecte énormément, c'était le problème de François Pérolle, quand il était secrétaire général à l'Élysée, qui a derrière, à l'époque, fait la fusion des caisses d'épargne Banque Populaire, et qui s'est retrouvé président, et ça a été un très très bon président, très grand président d'ailleurs, pour mener à bien cette fusion. C'est où est la limite finalement de tout ça? Tu as raison. Et le sujet... Est-ce que la limite, on ne peut pas la laisser entre les mains de la haute autorité qui est chargée de regarder cette limite? Si, je pense. Pas mal. C'est ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une défiance terrible dans le politique en général. On le voit depuis pas mal de temps. Mais d'un autre côté, si on veut du renouvellement de nos politiques, il faut qu'ils puissent d'un côté pouvoir rentrer en politique plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui, et en même temps en ressortir pour oxygéner et permettre d'apporter ces expériences de part et d'autre. Et il est là tout l'enjeu. Aziz. Moi, je pense qu'il faut laisser évidemment le garde-fou qui est la haute autorité regarder si tout est clean, si tout est OK. Mais moi, je trouve le symbole très fort. Ça décloisonne. Il faut qu'on puisse aller du privé au public, et puis ne pas avoir. Alors, ce serait simple. Monsieur Djebari, il sort de là, il se retrouve au conseil d'administration de la SNCF, et puis il laisse couler jusqu'à la fin de sa vie. Non, il prend un risque, il capitalise sur son expérience aussi. Bref, il rebondit d'un point de vue professionnel comme n'importe qui le ferait. Et puis dans l'autre sens aussi, ne pas avoir que de magnifiques énarques qui ont connu que les bureaux et l'administration, faire venir... Bon bref, que tout ça se mélange pour essayer d'en tirer le profit au niveau national et au niveau de l'État. Donc oui, moi je trouve que c'est très sympa et très, très positif comme message. Je quitte mon ministère pour aller investir, prendre des risques, il met des sous, c'est une start-up, il n'est pas sûr que ça va marcher. Donc, start-up qui d'ailleurs, il l'a bien précisé, n'a absolument pas eu accès au financement du plan hydrogène, qui est un plan sur les grosses boîtes. Stéphane, vas-y. Voilà, tu as enlevé l'argument que je voulais ajouter, c'est hyper important. Elle n'était pas dans la liste des... On pourrait le soupçonner de conflit d'intérêts s'il avait balancé les sous. Elle est dynamisée indirectement par le secteur, tu vois, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Ok, mais alors dans ces cas-là, le ministre, il ne fait plus rien une fois qu'il sort du ministre, parce qu'il suffit juste qu'il ait un tout petit peu envie de faire réussir son travail. Et évidemment, dans le transport, aujourd'hui, si tu ne penses pas à l'hydrogène, quand tu vois comment les grandes banques et les grands fonds d'investissement se tournent vers cette technologie, il est évident... Bonne nouvelle que l'État français ait justement lancé ce grand plan hydrogène que moi je suis, y compris à titre personnel, parce que je crois beaucoup dans cette technologie, dans ses sous-jacents. Derrière, c'est peut-être un petit peu tôt, peut-être qu'il aurait dû attendre et le faire discrètement, parce qu'on est en France et qu'il faut y aller doucement. Enfin, tu travailles à la mairie et tu reçois 2 places pour aller voir le PSG au Parc des Princes, tu vas pas le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il y a un conflit d'intérêts, parce que tu es à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, tu vas voir le match avec ton fils et tout le monde est content. Il y a un moment donné, il faut se réjouir que des gens de cet âge-là, parce qu'il est jeune, qui a eu des responsabilités, et Aziz et Nicolas l'ont bien rappelé, qui pourraient pantoufler, non pas dans cette start-up, mais pantoufler dans une administration, dans un conseil régional, etc., continuent à aller au bout de leurs convictions. Parce que s'il y va, c'est qu'il a vu qu'il y avait un truc à faire dans ce secteur, et moi je trouve ça très bien, tant mieux pour ce monsieur qu'il continue. Ce qui est d'ailleurs, je le dis juste d'un mot, parce que...
ultra risqué, hein, parce que autant, effectivement, sur l'hydrogène pour les camions, par exemple, il y a une forme de consensus sur l'idée que ça va se faire. L'hydrogène pour les trains, forme de consensus sur l'idée que ça allait se faire. Les avions, beaucoup plus compliqués, j'en ai déjà parlé ici. Il y a un désaccord profond entre Airbus et Safran sur la possibilité de l'existence de l'avion à hydrogène. Sur les voitures individuelles, moi, tout ce que j'entends, c'est que c'est niette, quoi. Ou alors, pas dans un avenir prévisible. Oui. D'où, d'ailleurs, sans doute, l'idée voiture de luxe, c'est-à-dire que ça coûte très cher. Donc, il prend quand même en plus un sacré risque. Mais Nicolas, juste un truc, parce que c'était au cœur de ta démarche, nous citoyens, voilà, au cœur de la démarche dans laquelle tu t'es inscrit. T'as pas une petite déception quand tu vois revenir, là, tu vois les investitures, tu as 2017, La République En Marche, des tas de gars, puis moi, des gars que je connais, quoi. Bruno Bonnell, il aurait pu être autour de cette table, Bruno Bonnell, s'il n'avait pas eu la drôle d'idée de devenir député, par exemple, mais d'autres encore. Jean-René Cazeneuve, par exemple. Hein. Donc, des gars qui se lancent comme ça dans la politique. Et là, non, il n'y a pas le même élan, il y a le rappel des professionnels. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'a peut-être pas satisfait et ceux qui avaient pris le risque d'arrêter leur carrière pour se lancer dans la politique et ceux qui, dans la politique, attendaient un renouvellement, on va le dire comme ça. Alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a la fait, je suis issu de la société civile, je décide de donner du temps, de rentrer en politique. Ça a été l'effet avec nos mouvements citoyens, modestement. Ça a été l'effet avec Macron, avec En Marche, etc. La réalité, parce qu'on a eu beaucoup de nos adhérents qui sont partis effectivement avec En Marche, c'est que la dure réalité derrière, ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de communication et que la réalité, quand on est au Parlement, quand on est député, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on ne fait pas grand-chose et c'est ce qui fait que nous, on a un grand nombre d'acteurs de la société civile qui ont quitté, il faut le dire, En Marche et la majorité présidentielle au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et j'ai eu des discussions très intéressantes. Le deuxième élément que nos concitoyens ont du mal quand même à percevoir, c'est que c'est un dévouement exceptionnel. Moi, j'ai une femme qui est en politique, qui est une élue de la République, qui est maire de notre village, qui a été à Matignon, qui a travaillé pendant 4 ans. C'est du lundi au dimanche. C'est de 6h du matin jusqu'à des 23h minuit. Vous passez 3 ans dans un ministère, vous donnez 7 ans, 8 ans de votre vie. En termes d'énergie, en termes de capacité physique, mentale. C'est une débauche d'énergie de tous les instants. On l'oublie, mais c'est une réalité. Et honnêtement, pour des rémunérations qui sont évidemment bien au-dessus de la moyenne de ce que peuvent gagner les Français, mais qui ne sont pas des sommes délirantes. Ce que je veux dire, c'est que dans le privé, certains gagnent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais 6 c'est fois plus. Très, très clair. Et ça, donc, il faut insister là-dessus. Tu as parfaitement raison. Il faut rendre hommage quand même à ces personnes, je dirais, qui s'investissent. Le problème, c'est plus le système, finalement, qui... Au lieu d'exploiter, au sens noble du terme, au mieux, les qualités individuelles pour apporter à la société, finalement, le système, quand même, est très verrouillé, cloisonne, empêche et finalement casse un peu les initiatives de la société civile. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en 2017, on se retrouve à nouveau avec, je suis désolé de le dire, l'ancien système qui revient en force. C'est l'ancien système qui revient en force aujourd'hui. Il est là c'est l'impression que j'ai aussi. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Tu partages ça mais je ne vais pas donner de nom, mais dans ce que tu cites, pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, c'est que la machine, elle est. Tu arrives, société civile, avec une idée de vouloir changer les choses. Tu as un référentiel, c'est soit ta boîte, soit une ONG dans laquelle tu as travaillé, associative. Tu dis, on tourne à gauche, bon an, mal an, on tourne tout de suite à gauche. On tourne à droite, on tourne à droite. Bref. Tes projets, tu les vois. Là, tu arrives dans une machine où le temps n'est plus le même, la gestion de projet n'est plus la même. Et au bout de 5 ans, quand tu fais ton bilan de débuté, par exemple, tu te dis, mais la réalité... Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait ? Ouais. Tu as été dirigeant d'une boîte, tu peux valoriser ton chiffre d'affaires, le nombre de personnes que tu as employées, etc. Exactement. En associatif, combien de personnes tu as aidé, accompagné, etc. En politique, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai servi à quoi ? Ouais. Et donc, pour 5 000, si tu n'es pas un professionnel de la... Pour 5 750 € par mois, pour travailler du lundi au dimanche, pour sacrifier la famille, les déplacements, les allers-retours, pour le peu que tu aies évidemment un conjoint, des enfants et toute une vie de famille. Enfin, moi, je le vois encore une fois très modestement. J'ai une femme qui est maire de notre village de 1800 habitants. Enfin, voilà. Elle est vice-présidente de Versailles Grand Parc. Vous regardez les trucs, c'est du lundi au dimanche, quoi. Ouais. C'est un dévouement de tous les instants. C'est la motivation qui peut être cassée. Ouais. Et puis, in fine, la société civile se dit, bon, bah, gardez le bazar. Nous, on a autre chose à faire. Stéphane, tu vois ça comment ?
Oh ben moi j'ai mis le doigt dedans à un moment donné où j'ai fait Ouais. demi-tour instantanément parce qu'en fait, sans être provocateur, la France n'est absolument pas gouvernée ni par la société civile ni par la classe politique, elle est gouvernée par la fonction publique. Tout à fait. Et la haute fonction publique, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, les Français ont les plus hauts, les meilleurs grands fonctionnaires ou hauts fonctionnaires du monde, mais de toute façon, que vous soyez de gauche, de droite, en marche, etc., ils ne changent pas. Les grandes directions restent les mêmes et en fait, quand tu fais de la politique, alors je ne parle pas évidemment des très grands postes, mais ce dont parle Nicolas est très très juste. Tu as affaire à finalement à ce qui quelque part est aussi le socle d'une certaine solidité de notre pays, hein, une certaine stabilité de notre pays aussi repose sur ça. Mais c'est des grands corps d'État en fait. L'État Et les grands corps profond, d'État disait l'autre, hein, le deep bah, state. tu sais Stéphane, deep state. je donne un exemple pour être un peu caricatural, c'est comme si dans une entreprise, alors je ne parle pas d'une petite comme la mienne, mais dans une grosse boîte, bah, en fait la boîte était gérée par le comité social et économique ou par le syndicat majoritaire des salariés. Ça n'enlèverait rien à la qualité des salariés, mais autant te dire que vu qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça n'avancerait jamais et la capacité de l'entrepreneur c'est de prendre des décisions. Prendre une décision c'est anticiper et prendre un risque, ce que ne peut pas faire une fonction publique. Donc les hommes politiques, bah, ils sont devenus ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc en effet, on récupère les plus malins pour faire de la politique, pas pour gouverner. Alors, il reste 3 petits sujets là, et enfin on va vite. Non, ça va, on a 10 minutes, c'est bien. D'ailleurs, alors, rapidement ça, parce que moi c'est ma marotte, celle aussi d'Aziz, puisque ça a été un de tes métiers à un moment. Alors, non pas travailleur de plateforme, mais VTC, enfin, tu étais VTC avant que ça s'appelle VTC, voilà, on va le dire comme ça. Donc, il s'est passé quelque chose, hein, vote donc de 123 593 inscrits. Travailleurs des plateformes d'un côté, ils sont à peu près 85 000, VTC de l'autre côté, ils sont à peu près 35 000. 3088 votes pour élire leurs représentants, donc sur ces 123 593, c'est effectivement très très faible. Est-ce que néanmoins c'est le début de quelque chose? Je vais te poser la question, Aziz, juste pour préciser que quand même dans ce peu de votes, 3000 votes, les syndicats classiques sont battus. C'est-à-dire la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est la première organisation maintenant du secteur des livreurs, juste devant la CGT, et puis l'association des VTC de France, donc indépendante des syndicats classiques, est aussi la première organisation maintenant côté chauffeur, et c'est eux qui vont discuter avec la nouvelle instance chargée d'essayer de trouver une sorte de sécurité juridique autour de ces nouveaux métiers. Comment est-ce que tu regardes ça, Aziz ? Je regarde ça, je fais le parallèle avec le monde politique, en fait. C'est qu'on a des grandes maisons syndicales, on l'a vu en politique, hein, au PS, l'UMP, LR, etc., qui se sont effondrés parce que leur modèle, parce que leur proximité, parce que le service rendu, met tout ce que tu veux là-dedans, bah, les bénéficiaires, les électeurs, la cible ne se reconnaissaient pas tant à l'intérieur. Donc on a des petites structures qui sont en train de se monter, très agiles, avec des discours très opérationnels. Exactement. Et qui sont en train de faire le boulot qui n'a pas été fait en fait. Ouais. Et c'est valable, et je fais mon mea culpa parce que je suis à la direction du MEDEF, c'est qu'on a une vraie difficulté. Il y a un conservatisme sur le sujet, une vraie difficulté à se mettre à la hauteur et à l'écoute. On le fait tous les jours dans nos boîtes vis-à-vis de nos clients. On n'est pas capable de le faire, ou très mal, vis-à-vis de ces entreprises qu'on doit défendre et ou pour lesquelles on doit être là. Et donc, il y a un décalage. Et ça, c'est symptomatique, à mon avis, de ce qui va arriver dans beaucoup d'autres domaines, côté salarial comme côté patron. Ah, super intéressant. Et en même temps, ça va tellement vite. On a commencé en parlant des transformations, de la digitalisation, tout ça. Tout à fait. Voilà, ça va tellement vite que c'est compliqué aussi pour vous de suivre le rythme. Mais tu comprends que la CGT, toute CGT qu'elle soit, elle ne soit pas outillée pour essayer de parler aux travailleurs des plateformes, quoi, aux gars qui sont à vélo. C'est un mindset total. C'est une vision, c'est une organisation. On n'a plus le militantisme côté salarié comme côté patronal. Pour l'avoir fait, tu vas voir un gars, tu lui dis, ça t'intéresse d'adhérer? La réponse, entrepreneur, homme, femme, mais c'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? En fait, on est passé d'un militantisme à une sorte de prestation de service. Les syndicats doivent devenir des prestataires de services. Je vais te défendre, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux t'apporter? Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et ça, le discours, je pense que ces petites associations, ces petites organisations, elles savent très bien le faire. Les grandes ont un petit peu oublié. Il faut mettre la grande réforme que j'ai défendue du temps de nous citoyens. Il n'y a pas d'autre système pour renverser le système et le syndicalisme en France aujourd'hui. Il faut arrêter de financer nos syndicats. Il faut mettre en place le chèque auprès des salariés. Vous êtes élu chaque année, vous donnez un chèque au salarié et c'est lui qui décide de donner son chèque au syndicat qu'il souhaite. Et là, je peux vous garantir que ça va remettre en cause tous les syndicats. Ça va permettre à plein de syndicats agiles de se créer
d'innover, d'améliorer leur offre pour mieux correspondre, mais tant qu'on continuera avec l'argent public de financer les syndicats tel qu'on le fait, on aura ce système-là avec 3000 votants sur 128 000. Tu sais, c'est le chèque syndical qu'il faut mettre en place. La Tu sais- modernisation du... Non, mais juste, je tiens à dire que c'est pas iconoclaste. C'est-à-dire, Jacques Chanu, le formidable Jacques Chanu, mais il veut pas venir autour de cette table, il a encore des responsabilités, donc il a peur de ce qu'il pourrait dire. Mais je pense qu'il viendra un jour. Donc, ancien patron de la Fédération française du bâtiment, c'est exactement, il dit, c'est la clé de tout, il est parfaitement d'accord avec toi. Le financement public, c'est la clé de la désespérance syndicale, on va le dire comme ça. Vas-y, Stéphane. Non, juste pour ajouter que c'est la clé évidemment le financement public, mais surtout ce que disait Aziz est extrêmement juste, c'est que de toute façon les syndicats historiquement étaient des prestataires de services. Entreprise par entreprise, ils étaient là à des époques où il fallait en fait accompagner, améliorer la vie de tel ou tel salarié dans tel ou tel secteur d'activité, et très vite, parce que c'est comme ça a été idéologisé. Et donc en fait que le financement public dans un système vertueux qu'il aurait dû être depuis 130 ans, aurait pu rester vertueux, c'est juste qu'en fait l'idéologie s'en est mêlée et qu'en fait maintenant c'est devenu les uns contre les autres avec l'argent public. C'est là qu'il faut changer. C'est pas forcément tout est la faute de l'argent public, c'est que l'argent public ne sert pas la bonne cause. Ascenseur social, donc Aziz, là encore, mais c'est toi qui vas finir l'émission de toute façon. Bouquin écrit il y a combien de temps, l'ascenseur social et KCG Prix Escalier ? Cette œuvre majeure de la littérature française est parue en 2005. 2005. Alors, intéressant, je vais vite parce que je veux qu'on parle aussi intéressant, le déterminisme social. Alors, il est là, oui et non, c'est ça qui est là. Les enfants de familles riches ont 3 fois plus de chances d'être dans les 20% les plus riches une fois adultes. Ok, 3 fois plus de chances que les enfants de familles pauvres. Mais 12% des jeunes adultes issus des familles modestes ont réussi à rejoindre le groupe des 20% les plus aisés de leur classe d'âge, et 15% des enfants riches, parce que ça va dans les deux sens, ont fait le chemin inverse. Ce que dit l'INSEE, c'est qu'en fait, cet ascenseur social n'est pas bloqué. Vous verrez les titres de presse très alarmistes, etc. C'est pas du tout, en fait, la conclusion des gars de l'INSEE. C'est que il y a encore du mouvement. Sans doute pas assez, mais qu'il y a encore du mouvement. Voilà le truc. Il y a un petit mouvement. Il y a un petit mouvement. Il faut être patient. L'OCDE dit qu'il faut 6 générations pour passer d'une classe sociale à une autre en France. Il y a plusieurs études. L'Institut Montaigne avait fait en son temps un excellent rapport sur le sujet. Ça s'améliore, Dieu merci. Mais c'est encore à comparer avec quelques pays européens. Moi, je me souviens du booster. Alors là, si on parle d'ascenseur, il y a le booster roumain. Il faut 3 générations en Roumanie pour passer une classe sociale. Mais oui, mais c'est une économie en plein boom, en développement à cette époque-là. Voilà, alors, on y arrive. Oui, on y arrive. C'est lié à la croissance. C'est lié à la croissance. On y arrive. C'est lié à la croissance. C'est lié aussi à d'autres paramètres liés à la scolarité, liés à la qualité de la scolarité. L'égalité des chances est une réalité. Donc il y a d'autres paramètres, mais l'une, effectivement, la clé, c'est la croissance. Quand tu as un pays en croissance, l'égalité des chances. Et là, par exemple, pour reboucler avec le premier sujet, quand on atteint une courbe d'emploi comme ça, le sujet des discriminations, il va vite s'écrémer parce que là, on a besoin de gars. Et d'ailleurs, cette égalité des chances, dit l'INSEE, est beaucoup plus forte en Ile-de-France que ailleurs. Voilà, parce que les opportunités sont beaucoup plus fortes. Voilà, beaucoup plus fortes en Ile-de-France. Vous avez un mot là-dessus, les gars, court ? Non, enfin très court. En tout cas, je prends ces chiffres avec un côté effectivement extrêmement positif. On a un système aujourd'hui qui permet justement à des profils les plus modestes, on le voit d'ailleurs dans la politique de l'enseignement national, qui permet aujourd'hui à des jeunes issus de quartiers difficiles d'intégrer les plus grandes écoles pour justement tirer tout le monde. N'oublions pas la ruralité, parce que c'est les milieux modestes, donc on pense en banlieue, il ne faut pas oublier... Non, mais c'est eux qui sont, ils sont dans la NAS, en fait. Voilà, les modestes ruraux, ils sont dans la NAS. En tout cas, c'est très encourageant, et c'est vrai qu'il faut favoriser ce système, et on a une responsabilité, je trouve, en tant que chef d'entreprise. On en parlait tout à l'heure avec le petit jeune que tu m'as présenté. Il faut aller aider ces jeunes qui viennent à droite et à gauche. Bon, ben justement, alors, voilà. 1 minute. Quartier d'affaires. Tiens, on va voir le tweet que tu as posté, Aziz. C'est quoi Quartier d'affaires ? Qu'est-ce que tu veux lancer avec ça ? C'est un appel que tu lances d'ailleurs Quartier d'affaires, aux entrepreneurs. Très rapidement, ces dernières années, on a beaucoup sensibilisé, beaucoup de politiques publiques, parapubliques, des grands groupes qui se sont activés sur la création d'entreprises en banlieue, sensibilisés, accompagnement, grosso modo la sphère, le segment amorçage. Le parent pauvre de tout ça, ça a été toutes ces boîtes
l'INSEE nous dit qu'il y a 54 000 entreprises de plus de 1 salarié qui sont installées dans ces 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Des entreprises qui ont 1, 5, 10, 50, 100. Il y a 700 ETI implantés, 700 ETI implantés dans ces quartiers politiques de la ville. Et la question, c'est une question qui se pose à la fois pour ces entreprises qui sont dans ces QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi d'une manière générale, c'est la question de la croissance. Comment je fais pour aider une entreprise qui a 1 salarié à passer à 5, celle qui en a 50 à passer à 100. Donc, on est les chefs d'entreprise, on sait, on prend le compte d'exploitation, côté chiffre d'affaires, côté charge. Comment je les aide à avoir un petit peu plus de chiffres? Les appels d'offres publics, où on dit qu'on a très peu de TPE, PME, c'est un métier, ça s'apprend, il faut savoir répondre aux appels d'offres, les sélectionner, le cahier technique, le cahier des charges, bref. Le référencement auprès des grands groupes, je suis une TPE, une PME, j'ai 50 gars, je veux travailler avec BNP, L'Oréal, Air Liquide, compliqué, les process. Quels sont-ils? Et donc l'idée c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise qui aient l'expérience de tout ce que tu viens de décrire. Alors, moi je fais... Et qui aillent donner un coup de main dans ces quartiers prioritaires de la ville. Je dois être la seule association de France qui ne vais pas demander d'argent à qui que ce soit, je veux des compétences. Ouais, voilà. Je lance un appel à tous ces grands groupes, le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences est un outil extraordinaire. Il y a 60% du salaire plus des charges du salarié qui veut bien faire du mécénat qui est pris en charge en réduction d'impôts. Et ce mécène va accompagner l'entreprise à l'aider à répondre aux appels d'offres, à se faire référencer, des directeurs d'achat, les services achats. Et donc dans ces quartiers prioritaires de la ville. D'abord. Et pourquoi? Parce qu'une entreprise qui se développe, bien sûr. Elle recrute. C'est plus d'égalité des chances dans ces quartiers qui en manquent. Elle va donner un petit peu d'argent à l'association, le club de foot, elle va payer plus de revenus. Voilà. Et l'émergence de ces territoires pauvres, alors c'est la palisse, une palissade, c'est qu'on ne sort pas. On ne sort de la pauvreté que par la richesse qu'en s'enrichissant. Donc il faut aider ces territoires. Et l'un des leviers, ce sont ces entreprises qui sont là. L'entrepreneuriat, c'est bien. La croissance des entreprises qui existent, c'est bien aussi. Nickel. Merci Aziz. Merci Nicolas. Merci Stéphane. Et demain, Aurélie Planex. Et on se retrouve lundi, évidemment.